bonjour et bienvenue aux Rencontres Extra. Donc, Rencontres Extra, événement de l'année qui rassemble le collectif des organismes de protection sociale. Alors, cette année, la rencontre, elle est animée par, donc cette rencontre est animée par le comité régional Net Entreprise avec la présence des organismes membres, à savoir l'URSSAF, avec l'intervention de Malika Pelou et Cécile Morel-Bastiani. La CEPAM avec Julie Angebeau, Marie-Pierre Lavorel-Lopez et Florentina Pocha. L'URSSAF, la CARSAT, pardon, avec Julien Husson et Pôle emploi avec Philippe Giacomapin. Donc, les rencontres extra de cette année, elles ont pour thème « Construisons ensemble des données de compétition ». Alors pourquoi? Parce que la déclaration des données sociales nécessite un entraînement. C'est un véritable travail collectif pour être performants ensemble. Et c'est au travers de la métaphore sportive que nous allons nous entraîner collectivement à la DSN, donc DSN qui est née en 2013. Donc avant de lancer le match, si vous souhaitez poser des questions, vous avez à votre disposition l'onglet questions. Donc je vous souhaite un bon match et à tout à l'heure. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais démarrer le match. Donc comme nous l'avons dit, elle a été créée en 2013, la DSN mensuelle. Donc c'est un sport collectif que vous pratiquez tous les 5 ou les 15 du mois. Il est obligatoire pour tous les employeurs, je le rappelle, depuis janvier 2022, puisque les collectivités territoriales sont rentrées en 2022. Tous les événements de la vie professionnelle de votre salarié vont bien sûr être à renseigner via un signalement d'événement DSN. Donc, ça peut être un signalement d'événement arrêt maladie, ça peut être une fin de contrat de travail. Et bien sûr, en cas d'erreur, vous pourrez effectuer des annuls et remplaces. Alors, depuis 2022, plus de 70 procédures sont remplacées par la DSN mensuelle. Elle est obligatoire depuis 2013 pour le régime général, depuis 2017 pour le régime agricole et depuis 2022 pour la fonction publique. Elle permet une photographie instantanée de la situation de l'employeur. Elle s'appuie sur le concept « dites-le nous en une seule fois » et elle s'adapte chaque année aux nouveautés réglementaires. Alors, je vais vous faire une petite présentation de tous les participants au déroulement d'une partie DSN. Alors, on va commencer de gauche à droite. Vous avez d'abord les éditeurs de logiciels qui sont l'équivalent effectivement des équipementiers dans le monde du rugby. Puis vous avez au centre le collectif du GIP et MDS, donc qui sont représentés, ce sont les coachs en fait. La pièce maîtresse, bien sûr, le ballon, c'est la DSN en fait, qui va être la pièce maîtresse. Le système DSN, on les représente par les cages. Et puis tous les organismes de protection sociale, eux, vont être apparentés à l'arbitre. Enfin, vous avez les déclarants employeurs et puis tous les tiers déclarants. Eux, ça vont être les joueurs dans cette partie. Et puis, tous ces intervenants, effectivement, vont permettre à la partie de bien se dérouler. Alors, toutes les règles du jeu sont disponibles depuis la base de connaissances. Donc, en cas de doute, n'hésitez surtout pas à faire appel à votre éditeur de logiciel pour qu'il vous dise comment procéder pour y accéder. Alors, on va voir qui sont les joueurs. Donc, vous avez 3 types de joueurs. D'abord, le déclaré. Le déclaré, c'est l'établissement qui va employer les individus. Vous avez le déclarant. Le déclarant, c'est effectivement celui qui va déposer la DSN. Et puis, vous avez l'émetteur. Alors, l'émetteur, c'est une notion technique, en fait, qui va désigner d'où provient la DSN. Alors, je vous propose maintenant de prendre votre licence et concrètement de voir comment vous inscrire à Net Entreprise. Alors, depuis la loi Pacte, soit le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en 2018, le mandat implicite s'applique et préside la gestion de Net Entreprise. Donc, ce mandat, il permet de faciliter la gestion au niveau du process des habilitations. On retrouve 3 cas de figure qui nécessitent des droits à différents niveaux.
Donc, pas besoin d'habilitation spécifique si le service est directement lié à l'acte de paix et requiert les mêmes acteurs que ceux qui opèrent la paix. Également, pas besoin d'habilitation si le service est lié à la paix, mais opéré par d'autres acteurs, sauf si de nouveaux SIRET hors DSN sont concernés. Dernier cas de figure, le service concerné va demander une habilitation particulière. Alors, je vous propose maintenant de voir comment, normalement c'est déjà fait, mais comment ajouter la DSN. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que vous devez vérifier? Donc, vous vérifiez au sein de votre entreprise si un de vos collègues a bien un statut de capitaine. Donc, le statut de capitaine, c'est l'administrateur et il faut vérifier si vous avez bien un administrateur déjà inscrit. Puisque, effectivement, seul un administrateur peut ajouter la DSN sur le site Net Entreprise. Voilà. Alors, si vous êtes dans ce cas, vous pourrez rentrer très rapidement dans le jeu, puisque l'administrateur peut ajouter des joueurs. Les joueurs, donc, ce sont les déclarants, et il peut effectivement vous habiliter à la DSN. Par contre, si vous avez aucun joueur administrateur qui est inscrit, alors dans ce cas-là, il va falloir vous créer un administrateur. Donc, pour le créer, vous partirez à partir de la page d'accueil de Net Entreprise. Vous cliquez sur « S'inscrire ». Donc, vous savez, vous avez un petit onglet jaune-orangé en haut à droite. Et vous cliquez sur « Je crée mon compte Net Entreprise ». Et vous remplissez, bien sûr, le formulaire d'inscription et vous sélectionnez la DSN. Donc, ensuite, le président du club, c'est-à-dire le dirigeant, en fait, le dirigeant de l'entreprise, va recevoir un courrier qui va l'informer de cette démarche. Alors, lors d'une inscription, l'accès à la déclaration va se faire au maximum sous 8 jours. Alors, par contre, ça, c'était dans le cas où il n'y avait pas d'administrateur inscrit. Par contre, si vous avez un capitaine administrateur qui est déjà inscrit au sein du club, c'est-à-dire que vous avez déjà une inscription d'un administrateur sur Net Entreprise et que vous avez d'autres capitaines, donc d'autres administrateurs qui souhaitent inscrire, ils ont la possibilité, ces autres administrateurs, de faire activer leur inscription par un administrateur qui est déjà en place. Donc, dans ce cas-là, ça sera une simple demande par courrier électronique. Si vous n'avez pas connaissance de l'administrateur, parce que ça peut arriver, vous faites une inscription et vous n'avez pas connaissance, votre inscription va être activée par une clé d'activation qui sera envoyée par courrier aux dirigeants de l'entreprise. Donc, votre place sur le terrain, sur le site Net Entreprise, va définir votre rôle, c'est-à-dire vos habilitations, les actions que vous pourrez effectuer et les retours d'informations auxquels vous aurez accès. Votre rôle est déterminé par le capitaine administrateur. C'est lui qui ajoute des nouveaux joueurs déclarants, des déclarations et qui valide la charte DSN. Le joueur déclarant, c'est lui qui procède aux déclarations ou au paiement. L'administrateur suit toutes les actions de son équipe, donc de son équipe de ses déclarants en fait, tandis que les déclarants ne peuvent consulter uniquement les retours de ses dépôts et pas ceux de ses collègues. Alors, sur cette diapositive, donc on vous a expliqué, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué comment prendre votre licence. Donc, c'est un petit résumé de la diapositive précédente, sauf que c'est fait sous forme de schéma. Donc, très rapidement, vous pouvez avoir les questions que vous devez vous poser pour toutes vos démarches sur Net Entreprise. Donc, première question, est-ce que mon entreprise est inscrite? Alors là, c'est noté effectivement sur la feuille de match pour faire un parallèle, mais est-ce qu'elle est inscrite sur Net Entreprise? Donc, si la réponse est non, donc là, on l'a dit tout à l'heure, vous procédez à l'inscription auprès de Net Entreprise, c'est-à-dire que vous créez un administrateur déclarant et puis des déclarants qui pourront commencer à jouer, c'est-à-dire à faire leur démarche sous 8 jours. Donc, ça, c'est en cas de non. Si c'est oui et que vous connaissez l'administrateur, donc l'administrateur est connu, les déclarations, les habilitations sont en place. Dans ce cas-là, vous pouvez faire les démarches. Par contre, si c'est non, si vous ne connaissez pas l'administrateur, vous allez donc créer un administrateur et on vous l'a dit, vous aurez une validation soit par cooptation, soit par la clé d'activation qui sera reçue par le dirigeant et vous pourrez accéder au service de Net Entreprise. Voilà.
Dans tous les cas, une fois que les démarches sont faites, pour pouvoir entrer sur le terrain, c'est-à-dire pour pouvoir commencer à faire votre démarche, vous devrez effectivement, pour faire ces démarches, avoir votre licence numérique, c'est-à-dire l'accès à Net Entreprise, qui va se faire par le biais d'un certificat qui est via un triplet, qui est toujours composé de la même façon, c'est-à-dire le SIRET, le nom et prénom, plus le mot de passe. Alors, sur le tableau de marquage, soit la page de vos déclarations de Net Entreprise, si vous êtes administrateur, vous avez accès à 3 colonnes. Votre tableau de bord, votre espace entreprise, qui est la colonne du milieu, qui est un périmètre réservé uniquement à l'administrateur déclarant. La colonne 2 n'apparaît pas si vous êtes uniquement déclarant. Donc, la colonne 2, c'est bien uniquement pour l'administrateur déclarant. Et puis, 3e colonne, donc vos services complémentaires. C'est à partir de la colonne votre espace entreprise que l'administrateur accède à la gestion des établissements et détermine le choix et le rôle du déclarant à partir de l'onglet Gestion, puis en cliquant sur Gérer les déclarants, puis Gérer les habilitations. Alors, il y a une question qui revient souvent, donc on l'anticipe un petit peu, c'est je ne sais pas qui est mon administrateur, donc je ne sais pas comment faire. Donc, la petite astuce, en fait, elle est très simple. Si vous êtes déclarant et que vous voulez connaître votre administrateur, vous avez la possibilité de cliquer sur votre nom au niveau de l'onglet jaune-orangé. Donc, vous l'avez à l'écran. Vous avez une petite flèche et lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir les coordonnées de l'administrateur propriétaire. Et donc, vous pourrez vous orienter vers lui pour demander une validation. Alors, sur cette diapo, donc, ajouter ou remplacer un joueur. Alors, juste un instant, parce que je me suis trompée de diapo. Voilà. Donc, un des rôles du capitaine administrateur, c'est la gestion de ses joueurs et de ses déclarants. Il peut créer ou supprimer des joueurs déclarants depuis donc, son espace entreprise. Donc, Florentina vous a dit comment ajouter. Moi, je vais vous dire comment vous allez sortir un joueur, c'est-à-dire que si vous avez un déclarant qui quitte votre équipe, donc c'est le départ d'un collaborateur. Alors, vous devez absolument sécuriser votre accès à Net Entreprise. Donc, l'administrateur va devoir faire des démarches. Il va effectuer l'action suivante. D'abord, il va supprimer son joueur déclarant. Alors, avant de le supprimer, il faut bien penser à transférer les droits, soit sur un déclarant déjà en place, soit sur un nouveau joueur, ceci afin de ne pas perdre l'historique. Voilà. Et surtout, vous ne devez pas faire travailler le nouveau joueur, le nouveau déclarant, sous le nom d'un autre déclarant, surtout sur un déclarant qui est parti. Donc, si c'est le cas actuellement, je vous invite vraiment à faire une mise à jour, j'allais dire, sur Net Entreprise. Alors, pour différentes raisons, déjà pour des raisons de responsabilité, mais aussi pour que le nouveau déclarant soit bien destinataire des comptes rendus métiers qui sont envoyés par les différents organismes de protection sociale. Alors, le poste du nouveau joueur, donc, à cette étape, l'administrateur déclarant détermine le rôle qu'il souhaite attribuer à son nouveau joueur déclarant. Il lui attribue les déclarations qu'il devra prendre en charge. Il l'habilite à partir de l'espace entreprise en cliquant sur « Gérer les habilitations ». Alors, bien faire cette étape, sinon le déclarant ne pourra pas effectuer les démarches à réaliser. Et puis, sur cette DPA-Business, on va résumer la gestion adaptée aux grands clubs, c'est-à-dire les grands déclarants. Les tiers déclarants, à chaque mouvement de collaborateur, doivent se poser les questions suivantes. Donc, lors de son arrivée, quelle déclaration dois-je lui mettre en place? Quelles habilitations dois-je lui attribuer? Est-ce que je lui transfère les droits d'un collaborateur parti? En cas de départ du collaborateur, effectuez les actions nécessaires à la sécurisation de votre compte. Vérifiez si son compte a bien été bloqué et transférez ses droits et ses tâches sur un autre collaborateur. Vérifiez si les historiques ont bien été enregistrés
afin de ne pas perdre l'antériorité. Alors, en cas d'ajout d'un SIRET, vérifiez les déclarations à mettre en place sur ce SIRET, vérifiez à quel déclarant vous attribuez les habilitations et vérifiez si les SIRET des nouveaux clients ont bien été ajoutés dans le portefeuille du gestionnaire en charge donc du client. Alors, on va laisser la main à Cécile, je crois. Oui, donc tout comme en sport, on vérifie son équipement. Pour faire sa déclaration DSN, on va vérifier le logiciel de paye. Donc, il y a des évolutions régulières de la norme, et ces évolutions de la norme, elles sont dues au fait qu'il y a des évolutions législatives, par exemple la mise en place du bonus-malus, ou des transferts de prélèvements comme celui de la taxe d'apprentissage récemment. Donc, une charte de partenariat est proposée par les organismes de protection sociale réunis au sein du JPMDS, et la signature de cette charte par un éditeur équivaut à une labellisation et donc à une confirmation de la qualité et de la conformité du logiciel utilisé. Alors, la signature de la charte DSN s'accompagne de l'engagement d'appliquer des tests précis qui garantissent ensuite la qualité des DSN émises et donc au bout de la chaîne le respect des droits des salariés. Alors, les signataires de cette charte figurent dans une liste qui est consultable sur Net Entreprise pour que justement les entreprises puissent s'assurer que les prestataires auxquels elles s'adressent sont conformes aux dispositifs qui permettent de faire des déclarations fiabilisées. La vérification de l'équipement, donc une fois que le logiciel est conforme, l'entreprise va effectuer des déclarations et des contrôles vont être réalisés. Donc sur le tableau Net Entreprise, il est possible de visualiser le bilan de traitement qui fait apparaître les anomalies et les validations en données individuelles et en données agrégées. Il est possible de générer une synthèse des anomalies dans le suivi DSN dans un fichier Excel sur le compte en ligne de l'entreprise. Si anomalies il y a, elles doivent être corrigées via des blocs de régulation en déclaration individuelle ou déclaration agrégée, ou bien dans les deux périmètres, individuel et agrégé. Et les logiciels permettent systématiquement l'établissement de tableaux de bord qui permettent ensuite de faciliter la mise en œuvre du contrôle interne au sein de l'entreprise. Excusez-moi, je vais trop vite, donc je recule. Voilà, donc la vue suivante. Voilà. Alors, en résumé, les questions à se poser sont de 3 ordres. Quels sont les états de contrôle réalisés par le logiciel? Comment sont gérées les évolutions et quelles formations sont proposées et à quelle fréquence? Alors, s'agissant des contrôles réalisés par le logiciel, ils peuvent être en amont ou en aval. En amont, voir si des contrôles sont possibles, des contrôles de saisie, des contrôles de cohérence, qui permettent ensuite de corriger plus facilement les erreurs s'il y en a. Et puis en aval, si l'intégralité des équipements affiche les conseils et corrections reçus, comment est-ce qu'ils sont intégrés ensuite et quels sont les mécanismes qui permettent de faciliter leur exploitation. S'agissant des fonctionnalités, il faut vérifier s'il est possible de réaliser ou pas des signalements au fil de l'eau, parce qu'il est normalement nécessaire de pouvoir en réaliser. S'il est possible de consulter les déclarations précédentes et si oui, à quelle fréquence. Et puis, qu'est-il fait s'agissant de l'archivage des données et comment les corrections des déclarations antérieures sont-elles facilitées ou pas. Et enfin, pour ce qui concerne la gestion des évolutions, il faut vérifier à quel rythme sont intégrées ces évolutions, par exemple des changements de taux de cotisation ou bien de code type de personnel, et puis quelles sont les formations proposées pour accompagner la montée en charge sur les évolutions des logiciels, et puis à quelle fréquence sont proposées également ces formations.
Donc, je laisse la parole à Malika, semble-t-il, dont le micro est fermé, je crois. Bonjour, ça va mieux avec le micro ouvert, Voilà. effectivement. Bonjour à toutes et toutes. Nous allons maintenant voir, donc on parle beaucoup de la DSN et de Net Entreprise. Je voulais faire un petit rappel de ce que vous allez pouvoir trouver sur Net Entreprise et des différents services associés, puisque Net va consister ou va être considéré comme le stade qui va être conçu pour performer, en tous les cas pour jouer. Net Entreprise permet en effet la centralisation d'informations, bien sûr, d'outils, de consignes. Il est essentiellement fait pour vous accompagner dans le traitement, déjà la mise en place et la bonne information au sein de la DSN, et puis le traitement des anomalies, bien sûr. Il renvoie vers les sites utiles des différents organismes de protection sociale. Et surtout, il va vous permettre d'anticiper les évolutions de la législation via un certain nombre d'outils tels que des simulateurs. On fera un petit peu le point sur notamment le simulateur lié au bonus-malus un petit peu plus loin. Au-delà de vous permettre d'effectuer vos déclarations, Net va également permettre le règlement par Internet de manière sécurisée, simple et gratuite, bien sûr, les cotisations et contributions sociales. Évidemment, sur Net Entreprise, vous allez également avoir un certain nombre de tableaux de bord qu'on appelle les bilans de traitement, qui vous permettent de contrôler la fiabilité des informations que nous avez communiquées à tous les organismes de protection sociale et de vérifier s'il n'y a pas des anomalies et que chacune des informations transmises est cohérente. Tout à l'heure, Cécile a abordé les données individuelles et les données agrégées, l'importance d'avoir une cohérence entre les données de masse et les données individuelles. Donc, chaque partenaire va avoir la possibilité effectivement de voir corriger ces informations via des DSN annulaires en place. On verra ça un petit peu plus loin, on rentrera un peu plus dans le détail. Et surtout d'avoir un suivi des informations transmises dans la DSN qui va permettre de consulter et de régulariser les anomalies constatées. Donc voilà les différents items et déclarations que vous allez pouvoir trouver sur Net. Donc on va peut-être pas toutes les passer, mais je voulais juste m'attarder sur le passage de la déclaration des revenus de remplacement, donc via Passero depuis cette année. Il existe, je vous rappelle qu'il existe un guide Passero disponible sur URSSAF qui reprend tous les codes types de personnel liés aux revenus de remplacement, puisque Passero est le système qui permet la déclaration des revenus de remplacement. Et via ce guide, vous trouverez toutes les modalités de régularisation et toutes les consignes dédiées au paiement. Au paiement et voilà, au paiement des cotisations et contributions. Et bien entendu, tous les comptes rendus disponibles associés. Donc, le dispositif Passero est également à utiliser pour réaliser des appels de taux auprès de la DGFiP. Maintenant, c'est pareil, on aura une diapo un peu plus loin qui parlera du signalement d'amorçage à données variables et qui permettra de récupérer ce type d'informations. À noter que Topaz sera décommissionné en 2025. Donc, pour l'instant, il est recommandé d'ores et déjà d'utiliser dès à présent le fameux signalement d'amorçage pour anticiper ce décommissionnement dont on parlera tout à l'heure. J'attire également votre attention sur la fermeture de l'attestation employeur dématérialisée qui sera définitive d'ici la fin de l'année 2023. Puisque désormais, depuis le 1er janvier 2022, le signalement de fin de contrat de travail unique est devenu le vecteur déclaratif requis pour déclarer les fins de contrat de travail des contractuels hors circuit dérogatoire des CDD d'usage pour les déclarer en DSN. Alors, on a un petit peu parlé du service Topaz. Pour mémoire, Topaz avec taux de passe derrière, c'était le jeu de mots, qui permettait au collecteur du prélèvement à la source déclarant soit via la DSN ou via Passero pour les revenus de remplacement, d'opérer un taux d'appel unitaire, d'avoir le taux d'appel du pass déterminé en fonction du revenu fiscal du salarié ou de son foyer fiscal.
Donc l'idée, c'était d'avoir ces informations pour les salariés nouvellement embauchés ou lors d'un nouveau prestataire afin de récupérer ce fameux taux de prélèvement à la source personnalisé et ce, dès l'entrée de l'individu, donc en dehors même de la première paye. Donc à la fin du service Topaz qui sera décommissionné et donc l'importance d'ores et déjà d'utiliser le signalement d'amorçage des données variables. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la possibilité de payer un certain nombre de cotisations et contributions via le télépaiement sur net avec le module mandat et Cotizen. Cotizen, c'est la plateforme qui permet de régler les cotisations de retraite complémentaires, donc sur une plateforme unique. Juste petit rappel concernant en tous les cas les cotisations et contributions à régler à l'URSSAF. Les employeurs privés qui sont redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, c'est bien un seuil apprécié au niveau de l'entreprise, tout établissement confondu, sont tenus de régler exclusivement par virement bancaire. Donc à compter de l'année suivante pour la première fois où ils dépassent ce seuil de 7 millions. Bien entendu, les employeurs qui ne sont pas tenus à cette obligation peuvent également payer leurs cotisations par virement. Et autre précision, pour le télépaiement, ce ne sera pas via net, mais via le site ursaf.fr avec l'adhésion au prélèvement automatique, donc se fait entièrement en ligne via mon compte ursaf.fr. Et le montant de chaque déclaration, de chaque échéance, quand vous avez un délai qui a été mis en place, un délai de paiement, doit être validé systématiquement afin que le prélèvement soit effectué à chaque échéance. Alors, sur les autres outils connexes qui sont également mis à disposition via net, donc on va passer les appuis ou les outils ou ce qui peut être mis à disposition concernant la MSA. Ce qui me semble important de souligner, c'est que vous avez accès via net à la mise à jour de vos taux AT-MP. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'anomalies, elles sont plutôt fréquentes, sont dues à une non-mise à jour dans le logiciel de paye des taux AT-MP, le taux accident du travail et maladie professionnelle, donc qui est propre à chaque entreprise. Il est notifié par la CARSAT. Donc chaque entreprise doit sur net, via net, entreprise.fr, consulter sa situation et recevoir le taux qui est applicable de façon dématérialisée pour chacun de ces établissements. Donc, il est important, il est même essentiel de reporter ces taux évidemment dans les logiciels de paye et dans les déclarations sociales nominatives afin d'éviter la remontée d'anomalies et ce, dès lors que le taux est mis à jour. Petit rappel, pour les données agrégées, il faut bien mettre le taux AT, le dernier taux AT, dans la rubrique du bloc 23, le S21.G0023003, donc le bloc 23. Et pour les données individuelles, donc deux volets, toujours pareil, bien mettre à jour les données agrégées et les données individuelles, donc via le bloc 81. Et de la même manière, nous irons le voir un petit peu plus loin, il est toujours possible d'effectuer des corrections. Donc, correction de signalement de divergence d'un taux AT peut intervenir toujours de deux façons, donc par une DSN de type annuler en place, dès lors que l'anomalie est prise en charge avant la date d'échéance et 4 heures après la déclaration, mais avant la date d'échéance, ou par un bloc de régularisation des données agrégées et des données individuelles, donc bien toujours deux volets, agrégés et individuels, à l'échéance prochaine, c'est-à-dire la déclaration suivante du mois d'après, en faisant un bloc de régularisation. Et il est évidemment essentiel de rectifier les taux AT s'ils n'ont pas été mis à jour, sinon, bien entendu, la même anomalie va se reproduire sur les DSN suivantes. Alors, quelques services qui ont une valeur ajoutée particulière. Alors, là, c'est un exemple un peu passé, puisqu'il s'agit en tous les cas de la mise en avant, notamment du simulateur du bonus-malus. Je vous rappelle pour mémoire que le bonus-malus consiste donc à une modulation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage. Donc, elle est actuellement de 4,05 et elle peut être vue à la hausse,
donc c'est considéré comme un malus, ou à la baisse, c'est considéré comme un bonus. Et le taux est déterminé en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Elle ne concerne pas toutes les entreprises, puisque le bonus-malus s'applique uniquement aux entreprises de 11 salariés et qui relèvent de certains secteurs d'activité dont le taux de séparation est supérieur à 150%, le taux de séparation moyen. Qu'est-ce que c'est que ce taux de séparation? Il correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d'intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, donc rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise. L'idée étant de suivre, ou en tous les cas d'avoir un taux différencié pour les entreprises les plus consommatrices de CDD ou de rupture de contrat de travail qui engagent derrière des prestations Pôle emploi. Donc, grâce à ce simulateur, toutes les entreprises ont dû recevoir la notification de leur taux, les entreprises concernées, donc plus de 11 liées à certains secteurs d'activité. Je ne vais peut-être pas toutes les passer, mais l'hébergement, la restauration, la production d'eau, tout ce qui est alimentation, etc. Donc, il y a un certain nombre de codes NAF définis par les textes. Ce simulateur vous permettait, avant la notification URSSAF qui est intervenue en septembre, d'ores et déjà de voir en fonction de votre code NAF le taux qui pourrait vous être attribué et des informations collectées auprès de Pôle emploi sur les personnes qui ont pu bénéficier de prestations à l'issue d'un contrat de travail dans l'entreprise. Voilà. Alors, donc ça, c'est juste une petite diapositive pour vous inciter à consulter effectivement tous les portails de nos membres et de nos partenaires, où il y a une mine qui est une source d'information. Le site de l'URSSAF, effectivement, pour toutes les entreprises privées. Vous avez PEPS pour les entreprises publiques. Vous pouvez effectivement aller dans mon espace pour avoir des informations sur l'ordre des experts comptables. Et puis pour le régime agricole, donc on vous oriente effectivement vers mon espace privé. Je vais relaisser la main à Malika ou Cécile pour la diapositive. C'est moi. Alors toujours dans les services ou dans les accès via Net donnera accès à la plateforme Soltea, donc la plateforme qui permet de répartir le solde d'apprentissage de la taxe d'apprentissage vers les différents établissements scolaires. Je vous rappelle que la taxe d'apprentissage est constituée de deux parts. La part principale qui va financer les formations par apprentissage. Ensuite, le solde qui va financer le développement des formations initiales, donc technologiques et professionnelles, donc tout le reste hors apprentissage et l'insertion professionnelle. Donc, depuis l'année dernière, cette année, mais concernant 2022, la déclaration de la taxe d'apprentissage se fait maintenant via la DSN. Donc, la déclaration de la part principale est faite tous les mois, mensuellement, et le solde de la taxe d'apprentissage est recouvré annuellement en exercice décalé. Je vous rappelle, pour vous donner un exemple, que sur la DSN d'avril 2023, donc exigible le 5 ou le 15 mai 2023, vous avez procédé à la déclaration du solde de la taxe d'apprentissage à partir de la masse salariale, ayant pour base la masse salariale 2022. Donc, cette plateforme Soltea, mise à disposition par la Caisse des dépôts et consignations, vous a permis de désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, vous aviez jusqu'au 5 octobre pour le faire. Alors, au niveau de l'assurance maladie, concernant les nouveautés 2023, c'était l'arrivée du compte entreprise. Donc ça vous parle puisque vous avez déjà les déclarations d'accident du travail passent désormais par le compte entreprise, mais ce nouveau téléservice effectivement qui est un téléservice totalement sécurisé et centralisé vous permet aujourd'hui aussi d'autres possibilités, notamment comme la transmission des pièces justificatives, ces pièces qui sont nécessaires au traitement des indemnités journalières. Et vous permet aussi de transmettre, alors ça c'est depuis le 27 septembre 2023, les périodes de fractionnement pour les nouveaux arrêts, les arrêts au motif paternité. Donc pas pour les arrêts qui sont en cours, mais tous les nouveaux arrêts peuvent être effectivement, ces périodes de congé de fractionnement peuvent être transmises par le compte entreprise.
Alors, il va vous permettre également d'envoyer toutes les pièces justificatives qui vous ont été demandées, par exemple, lorsque vous avez fait une attestation de salaire et que vous avez eu un compte-rendu métier qui vous demande une pièce. Donc, vous pouvez effectivement passer par ce téléservice. Et vous pouvez également transmettre la pièce si c'est une demande initiale. Par exemple, si vous voulez transmettre un acte de naissance, vous pouvez très bien le faire par le biais du compte entreprise. Alors, je vous rappelle juste une petite chose, c'est que pour effectivement l'utiliser, il va être nécessaire de mettre en place le compte entreprise, bien sûr, mais aussi, il faut le mettre en place et s'habiliter, c'est toujours la même chose, on met en place la déclaration, on s'habilite, et il faut effectivement une double habilitation, c'est-à-dire compte entreprise, et il faut aussi que l'attestation de salaire en ligne soit activée. Le service, bien sûr, une fois que vous l'avez mis en place, est disponible sous 24 heures. Alors, comment accéder au téléservice? Lorsque vous êtes sur Net Entreprise, vous allez cliquer sur le petit carré gris « Compte entreprise », puis cliquez sur « Déposer vos justificatifs d'indemnité journalière ». On va vous demander alors le numéro d'identification de votre salarié, le type d'arrêt, s'il s'agit d'une maladie, d'une maternité, paternité, et puis le motif, donc est-ce que c'est un envoi initial ou c'est un envoi que vous faites suite à une demande sur un compte-rendu métier. Vous allez télécharger vos pièces en format PDF. La taille de votre dossier ne doit pas dépasser 5 MO et vous pourrez également mettre un commentaire si nécessaire. Le système vous laisse la possibilité donc soit d'envoyer directement les pièces, soit de les sauvegarder pour les envoyer plus tard. Vous aurez également accès à un historique pour le suivi donc de vos pièces. Alors, quand vous passez par la DSN, effectivement, la fiabilisation des données va reposer sur 5 leviers. Alors, il y a 3 données qui font partie du périmètre collectif. Alors, première donnée, c'est la conception de la norme DSN. Ça signifie que la norme va effectivement structurer de manière organisée, donc tous les éléments issus de la paye et qui sont nécessaires, tous ces éléments qui vont être nécessaires aux organismes de protection sociale, soit pour recouvrer les cotisations ou les prélèvements, ou pour servir, bien entendu, les droits des salariés résultant de ces versements. Deuxième, effectivement, donnée, ça va être le contrôle de la norme quand vous allez émettre, effectivement, votre DSN. Et un troisième point qui va être la vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paie. Donc ça, c'était pour les 3 données qui faisaient partie du périmètre collectif. Après, vous avez 2 autres données qui, elles, vont faire partie du périmètre organisme métier. Donc, ça va être tout ce qui concerne les contrôles métiers qui sont réalisés à réception des données DSN. Et puis, tout ce qui concerne les campagnes de fiabilisation qui sont menées par les différents organismes de protection sociale. Du coup, on va repasser la main à nos collègues pour la diapositive suivante. Oui, alors, de la même manière que pour une compétition sportive, pour être performant le jour du match, il faut s'entraîner. Pour votre déclaration, c'est pareil. Il faut que vous puissiez préparer au préalable vos données de paye. C'est-à-dire le SIRET pour l'établissement et le NIR pour l'individu. Vous avez des données financières donc, qui sont agrégées lorsqu'elles sont calculées au niveau de l'établissement et qui sont nominatives lorsqu'elles se rattachent à un individu, par exemple le contrat. Vous avez plusieurs types de données, donc des données qui sont relatives au dépôt, au logiciel utilisé, au déclarant, c'est-à-dire celui qui dépose. Vous avez des données qui sont relatives à l'entreprise et à l'établissement déclaré, et des données d'identité qui concernent l'individu. Concernant le montant, vous avez les revenus d'activité qui soient nets et bruts, les revenus de remplacement, que ce soit la retraite, le chômage, les IJ maladie, les allocations familiales, etc. Le montant des cotisations et des contributions, donc pour la part patronale et pour la part salariale, les différentes caractéristiques du contrat de travail et les données des arrêts de travail.
Pour réussir vos phases de jeu, il faut utiliser le bon SIRET et le contrôler. Vous avez pour ça à disposition un service de DSN contrôle de SIRET. Il faut utiliser le bon NIR et le contrôler. Donc, c'est très important de vérifier auprès de vos salariés si éventuellement il y a des NIR qui sont en anomalie, et c'est aux salariés de faire le nécessaire auprès de sa caisse d'assurance maladie pour régler les soucis éventuels concernant leur NIR. Et ensuite, vous pouvez contrôler le fichier. Vous avez à disposition différents outils. Donc, à savoir le DSN contrôle de SIRET, dont je viens de parler, qui permet aux déclarants de vérifier la liste des SIRET qui ne sont pas reconnus dans le système DSN. Vous avez à disposition la table des nomenclatures, dans laquelle vous pouvez trouver toutes les codifications, mais également toutes les mises à jour, et vous pouvez télécharger les taux en vigueur. Vous avez également à disposition le tableau de bord DSN Net Entreprise, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des DSN mensuels et des signalements d'événements que vous avez transmis. Également un outil qui s'appelle DSN Val, qui vous permet de contrôler et de fiabiliser les données DSN. Et enfin, DSN SPOC, qui vous permet de contrôler les données DSN au regard des fiches de paramétrage OC, donc mis à disposition par les organismes complémentaires. Alors, une fois que vous avez préparé le match, vous pouvez jouer correctement. Voilà. Donc, je ne parviens pas à activer ma caméra, mais l'essentiel, c'est qu'on m'entende. Donc, le match, après la prépa, on entre dans le dur et on passe au match avec, pour la DSN, donc la déclaration. Alors, la déclaration, 3 types d'actions constituent cette déclaration. L'amorçage des données variables en amont de la première paye, qu'on verra plus en détail sur la vue suivante. La transmission mensuelle des données issues de la paye et enfin les signalements d'événements qui, eux, sont transmis au fil de l'eau. Donc, il s'agit d'être vigilant sur les signalements d'événements car ils ont un impact sur les droits des salariés. Alors, donc le signalement d'amorçage des données variables. Donc, ce signalement, il est mis en place au moment de l'embauche du salarié et qui n'apparaît pas encore en DSN et donc avant sa première paye. Il permet de transmettre en amont de la DSN mensuelle toutes les informations qui vont venir impacter le calcul du prélèvement à la source. Il va permettre également d'effectuer l'affiliation du salarié auprès des organismes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Il permet l'obtention par anticipation du bilan d'identification du salarié. Il permet aussi de récupérer le numéro du contrat de travail précédemment déclaré lorsque vous n'avez pas accès à cette information et ainsi assurer un chaînage correct lors d'une mutation ou d'un changement de tiers déclarant ou de logiciel déclaratif. L'usage du signalement d'amorçage vient se substituer en fait à l'utilisation du service Topaz qui lui sera arrêté début 2025. Alors, 2 types de contrôles sont possibles. Les contrôles non bloquants, c'est-à-dire qui n'empêchent pas la transmission de la DSN, et les contrôles bloquants qui empêchent la transmission de la DSN. Donc, les contrôles bloquants ont pour objet de vérifier la cohérence entre la maille agrégée et la maille nominative ou maille individuelle. Et en l'absence de contrôle bloquant, la DSN est réputée transmise. En revanche, s'il y a des contrôles bloquants, la DSN est rejetée. Les contrôles de cohérence, donc je vous l'ai déjà dit, permettent de répondre, de vérifier l'équivalence entre la maille agrégée et la maille individuelle. Les contrôles au moment du dépôt se font à l'aide du cahier technique qui est mis à disposition de l'ensemble des partenaires et qui renvoie à des fiches de paramétrage. Il existe également un guide URSSAF qui est disponible sur ursaf.fr et qui est complémentaire au cahier technique.
Ce guide traite notamment des modalités de déclaration des données individuelles et agrégées associées au code type de personnel et des principes et modalités de régularisation. Alors, pour les situations dans lesquelles il n'y aurait que des données agrégées à déclarer, il est possible de se référer aux outils documentaires habituels tels que sur le site ursaf.fr ou dsninfo.fr. Le guide, il documente également les modalités de paiement associées à l'utilisation du télépaiement et récapitule les offres à la disposition des entreprises pour consulter les données du compte. Axé principalement sur les pratiques déclaratives, il n'est pas destiné à aborder des aspects législatifs ou réglementaires qui, eux, seront consultables via les canaux habituels, ursaf.fr, le BOSS, enfin voilà, ces supports d'information légaux, de législation et de réglementation. À partir de janvier 2024, tous les employeurs devront déclarer en DSN le montant net social de chacun de leurs salariés. Et cette information sera communiquée aux organismes sociaux, dont les CAF et les CEPAM. Aujourd'hui, donc, les démarches des allocataires pour bénéficier du RSA ou de la prime d'activité sont assez lourdes et un peu complexes. Ils doivent faire des déclarations, notamment chaque trimestre auprès de la CAF, du montant total de leurs ressources. Cette complexité donc est source d'erreurs et d'un pourcentage non négligeable de gens qui ne touchent pas les prestations auxquelles ils pourraient prétendre, puisque 34% des personnes qui ont droit au RSA, par exemple, ne le demandent pas. Donc, cette mise en ligne et cette diffusion par le biais des bulletins de salaire d'une aide sociale est une des premières étapes du programme de l'État appelé Solidarité à la source et qui va permettre d'améliorer l'accès aux droits des usagers. Donc, les salariés vont pouvoir mentionner le montant d'aide sociale qui figure sur leur bulletin de paye. Donc, les démarches des allocataires, pour le coup, s'en trouveront simplifiées. Les risques d'erreur dans les déclarations se trouvent, eux, réduits. Et le non-recours aux prestations sera, on l'espère, diminué. En fait, il est important de préciser qu'il y a plusieurs nets. On voit qu'il y a le net social, qui est le montant qui correspond aux rémunérations versées par l'employeur, qu'il y a le net à payer, qui est le montant effectivement versé aux salariés par l'employeur. Il y a ensuite le net fiscal, qui sont les sommes soumises au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Et enfin, le net versé, qui est le montant se déterminant à partir de la rémunération nette fiscale, selon une formule précise qui est montant net versé, donc rémunération nette fiscale, moins montant des contributions sociales non déductibles, fraction de CSG non déductible, CRDS, moins également montant de la contribution de l'employeur au financement de la garantie frais de santé de son salarié. Il faut bien dire qu'il n'est pas actif. Alors, concernant l'autre temps fort de la saison 2023, donc le temps partiel thérapeutique. Alors, pour rappel, le temps partiel thérapeutique fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'une reprise de travail progressive et fait suite à un arrêt de temps plein, soit sans arrêt initial. Alors, pour le moment, la transmission du temps partiel thérapeutique en DSN est suspendue. Mais vous devez chaque mois le signaler quand même dans votre logiciel de paie. Les temps partiels thérapeutiques doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpés à la journée. Alors par exemple, si un salarié était en temps partiel thérapeutique sur tout le mois, donc 20 jours travaillés, il suffit de déclarer un unique bloc temps partiel thérapeutique. Donc c'est le bloc, c'est le S21.G 00.66 couvrant cette période et reprenant le total de la perte de salaire du salarié pour cette période. Donc pour le moment, continuez à envoyer vos attestations de salaire sur notre entreprise et ne faites pas de ce signalement d'événements DSN, voilà, parce que ce n'est pas encore possible. Et je passe la parole à mon collègue.
Alors, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, tout employeur, quel que soit son effectif, doit déclarer tous les mois les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et cette donnée permet au réseau des URSSAF de calculer chaque début d'année les effectifs travailleurs handicapés présents dans l'entreprise au cours de l'année précédente. La déclaration est réalisée au niveau du bloc contrat S21.G00.40 au sein de la rubrique statut BOETH S21.G00.40.072 de la DSN. Donc, si une entreprise de 20 salariés et plus n'emploie pas un minimum de 6% de travailleurs handicapés, elle doit verser une contribution annuelle. Et celle-ci sera calculée et déclarée par chaque entreprise concernée et sera versée à l'URSSAF le 5 ou le 15 mai, la DSN, sur la DSN de la période du mois d'avril, pardon. Si les entreprises déclarent l'achat de produits ou de services auprès d'un établissement ou et services d'aide par le travail, un ESAT, recours ou déclarent des travailleurs indépendants handicapés ou un salarié porté reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi, elles pourront les valoriser en déduction de la contribution due. De même, certains types de dépenses directes donnent droit à une réduction également du montant de la contribution, par exemple des travaux réalisés favorisant l'accessibilité des locaux de l'entreprise aux salariés porteurs de handicap. Bon, d'autres types de dépenses, telles les dépenses de sensibilisation et de formation au handicap des salariés ou le coût de prestations d'accompagnement dans l'emploi de travailleurs handicapés, peuvent aussi être prises en compte. L'employeur peut également s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord agréé qui prévoit la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Les entreprises de 20 salariés plus déclarent annuellement la contribution ainsi que les éventuelles déductions au travers de la déclaration sociale nominative. Et donc, sur cette déclaration vont figurer le nombre de travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, le montant des déductions liées à la sous-traitance ou à des dépenses déductibles, le montant de la contribution brute, le montant de la contribution nette avant et après application de mesures d'écrêtement transitoire. Voilà pour cette disposition de déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Je passe la parole à ma collègue Malika qui va revenir sur un point que j'ai oublié de signaler également, ce dont je vous prie de m'excuser. Oui, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de remplir des sondages de satisfaction. Donc, sur l'onglet en bas à droite de votre écran, vous avez une petite icône qui s'appelle sondage. Donc, voilà, vous avez 8 questions, quelques minutes pour nous dire les points que vous souhaitez voir abordés et puis nous donner votre avis sur ce webinaire. Alors, pour continuer, donc l'après-match, tirer des conclusions, ce qui est essentiel après le match pour n'importe quel coach et n'importe quel joueur, c'est ce qui va nous permettre de tirer des conclusions, c'est effectivement l'analyse que vous allez faire des CRM, des comptes rendus métiers. Donc, pour corriger les fautes, ou en tous les cas, pour corriger les anomalies telles que nous, organismes de protection sociale en général, les détectons. Donc, 2 possibilités ou 2 types de corrections possibles. Donc, effectivement, si l'anomalie est vue et visible avant la date d'échéance, le match, c'est bien la date d'échéance, on a toujours la possibilité d'émettre, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, notamment sur le taux AT-MP. Donc, une DSN annule et remplace, donc qui peut être mis en œuvre jusqu'à l'échéance, jusqu'à la veille de l'échéance minuit. Si par contre l'anomalie est détectée après l'échéance, il vous appartiendra donc d'effectuer un bloc de régularisation qui sera fait le mois suivant. Donc bien entendu, dans chacun des comptes rendus, vous avez l'origine de l'anomalie qui est détectée et l'explication aussi bien législative que technique pour vous permettre d'appréhender les 2 volets et de comprendre pourquoi il y a une anomalie.
Donc pour les fautes, juste petite précision, hein, on essaye, nous, de vous inciter à privilégier, notamment pour les taux ATMP, surtout le mode annuler en place pour faciliter la prise en compte des régularisations. Hein, comme ça, c'est plus simple et moins de sources d'erreurs, hein, parce que à la maille nominative, vous allez avoir deux possibilités de régulariser une erreur, notamment de taux ATMP, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, soit en mode annulaire en place, on en a déjà parlé, donc en mode annulaire en place complet, on vient défaire la déclaration qui a été faite avec la même assiette et le même taux de cotisation et du coup le même montant de cotisation mais en moins, soit en mode différentiel, donc par évidemment différence, aussi bien pour le montant d'assiette que la cotisation, avec une déclaration du taux AT, par exemple, applicable à la période correspondante si c'est notre cas. Donc nous, en maille nominative, enfin l'URSSAF, on vous préconise plutôt d'utiliser le mode annulaire en place, en général qui fonctionne mieux dans les logiciels de paye et qui génère moins d'erreurs. Concernant la maille agrégée, donc une régularisation d'erreur du taux AT consiste souvent à annuler le montant initialement déclaré et à effectuer une nouvelle déclaration avec le nouveau montant. On remet tout à zéro et on régularise via le bon taux AT. Toujours, hein, la même chose, il convient toujours de réaliser cette régularisation en ayant à l'esprit un principe d'équivalence entre la maille agrégée et la maille nominative. Sinon, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver avec des taux AT, enfin avec des anomalies. Donc il y a bien deux mises en cohérence, hein. La première, c'est le taux DSN, donc celui du logiciel de paye, qui doit être en adéquation avec la notification du taux CARSAT. On a vu tout à l'heure où vous pouvez le voir via Net Entreprise, sachant qu'il est mis à jour en temps réel. Donc ça, c'est un contrôle à réaliser, hein, de vous assurer que le taux est le même. Et après, nous, on aura une vérification URSSAF dans vos déclarations entre ce que vous allez nous indiquer dans votre logiciel de paye et ce que nous, on attend comme taux AT, qui est celui de la CARSAT, puisqu'il y a des flux entre la CARSAT et l'URSSAF qui permettent aux gestionnaires de l'URSSAF Rhône-Alpes, enfin aux gestionnaires des URSSAF d'ailleurs, d'avoir les taux AT en temps réel également via des flux informatisés. Et puis, on va le voir un peu plus loin, hein, vous avez toujours tous les contrôles donnent lieu à des comptes rendus métiers, ainsi qu'à des informations sur les corrections qui sont attendues. On l'a vu tout à l'heure, hein, soit à H+4, donc c'est-à-dire 4 heures après votre déclaration, avant l'échéance, ou à J+5, donc 5 jours après votre déclaration. Et on attendra une régularisation sur le mois suivant, sans évidemment majoration de retard. Donc, sachant qu'en général, les causes d'anomalies les plus fréquentes, hein, sur les taux AT sont soit la prise en compte d'un taux AT erroné, il n'a pas été mis à jour, soit un calcul erroné de taux réduit. On s'est trompé dans le taux AT applicable ou dans le calcul du taux réduit. Donc voilà, je vous dis ça en langage un peu différent de ce qui est écrit sur la diapo, mais l'idée est celle-ci. Alors, en l'absence, donc on a vu tout à l'heure, hein, les cartons rouges, les cartons jaunes. Donc, en l'absence de carton rouge, c'est-à-dire d'anomalie bloquante qui ne permet pas à la DSN d'être transmise, des cartons jaunes peuvent être distribués, hein, ultérieurement. Alors, c'est pas parce que la DSN n'est pas rejetée que tout va bien. Il est, on vous l'a dit à de multiples reprises, indispensable, même si je sais que c'est chronophage, d'examiner les bilans des bilans des différents contrôles, les comptes rendus métiers pour assurer les bons paramétrages. Et c'est important notamment et principalement pour s'assurer que les droits des salariés de l'entreprise sont préservés. Il est toujours important même si la DSN passe, voilà, d'aller les vérifier pour pas qu'elles soient récurrentes et qu'elles se renouvellent de mois en mois. Donc les CRM normalisés, hein, les comptes rendus métiers normalisés, donc mettent en évidence les anomalies détectées et sont mis à disposition évidemment à l'issue de la DSN, donc 5 jours après, et elles nécessitent des corrections, et on vous indique qu'est-ce qui est attendu, comme la nature de la correction qui est attendue.
Donc, les CRM normalisés s'articulent avec le suivi DSN. Le suivi DSN propose une aide à la correction. Donc, dès réception des données de la DSN, chaque organisme intègre les éléments qui sont transmis donc, dans son système et les vérifie la cohérence des informations que vous nous avez transmises dans vos déclarations avec les éléments dont elles disposent afin d'en garantir la fiabilité. Donc, une fois cette analyse réalisée par les différents organismes, chacun d'entre eux, qui est destinataire de la DSN, va vous mettre à disposition le fameux compte-rendu métier sur un tableau de bord dédié et vous préciser les anomalies et confirmer la qualité de vos déclarations. Donc, l'idée étant évidemment aussi une information à l'éditeur de logiciels de paye pour une prise en compte la plus automatisée possible de ces anomalies pour vous éviter des régularisations manuelles. Donc, pour autant, il est évidemment essentiel que vous les traitiez et que vous exploitiez ces comptes rendus qui sont mis à disposition. Donc, pour consulter ces comptes rendus, vous avez tout sur Notre Entreprise. Hop. Alors, nous avons différents types de CRM. Donc, le CRM 118 et le CRM 119 et 120. Donc, le CRM 118 concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Cécile en a parlé tout à l'heure, ou la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc, ça va être des comptes rendus essentiels. On a souhaité les mettre en évidence dans cette présentation aujourd'hui parce que ça va avoir des incidences directes sur les informations va exploiter l'URSSAF. En effet, grâce à ce CRM, vous allez pouvoir avoir accès à l'effectif moyen annuel des contrats, donc favorisant l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est le CSA SFIP, et l'effectif moyen annuel de détermination des différents taux d'alternants. Donc, en fonction des éléments que vous allez rentrer, on peut vous demander des cotisations ou contributions auxquelles vous estimez ne pas devoir. Donc, il est essentiel qu'on se mette bien d'accord sur comment calculer les effectifs et surtout, le calcul se fait automatiquement, mais comment les rentrer dans la DSN pour ne pas déclencher des échanges avec nos services sur une demande de contribution à l'OETH alors que vous estimez ne pas la devoir, mais parce que les informations ne sont pas correctement remplies dans la DSN. Donc, il faut absolument analyser. Normalement, l'anomalie doit ressortir dans un compte rendu métier et vous permettre de la traiter. Donc, toujours pareil, les CRM 119 et 120 vont être des synthèses des anomalies et qui vont préciser les déclarations agrégées donc de la période courante et qui vont intégrer les éventuels blocs de régularisation que vous avez pu faire sur cette déclaration-là. Et là, le CRM 120, lui, ça va être une synthèse des déclarations individuelles et des déclarations agrégées. Donc, systématiquement, allez jeter un œil pour bien vous assurer de la cohérence des deux, avec toujours une visibilité sur les cotisations courantes déclarées et les blocs de régularisation qui ont été effectués. Donc, le CRM identité, le CRM numéro 121, donc, est mis à disposition des déclarants en parallèle du BIS. Il est différent du BIS, le BIS étant le bilan d'identification des salariés, puisque le CRM 121 va être émis uniquement dans les cas où on détecte une anomalie sur un des individus de la déclaration, donc sur un des salariés. Donc, qu'est-ce qui va vous préciser ce compte rendu métier? Il va donc vous indiquer les écarts entre l'identité des salariés telle que vous nous l'avez transmise dans la DSN et il va les comparer avec les informations contenues dans le Système national de gestion des identifiants, le SNGI. Et va ainsi, je vous rappelle que les informations qui sont dans ce système national, dans le SNGI, va permettre l'ouverture de calcul de prestations sociales, que ce soit retraite, allocation, logement, etc. D'où l'importance de fiabiliser vos déclarations, puisque avec le montant d'aide sociale dont on a parlé tout à l'heure, l'idée étant de se servir des informations de la DSN et de ce montant pour permettre l'ouverture de droits à prestations par les caisses prestataires, que ce soit la CEPAM ou la CAF.
ou Pôle emploi. Donc, les CRM identité va préciser les écarts détectés entre donc, vos déclarations et le SNGI sur le NIR du salarié, donc le numéro d'inscription au répertoire, donc numéro de sécurité sociale, le nom de famille, la date de naissance. Il va également indiquer clairement à chaque fois les actions qui sont attendues pour corriger les écarts détectés. Donc, essentiel de les prendre en compte puisque les écarts non corrigés peuvent entraîner pour les salariés concernés soit une mauvaise reconstitution de leur carrière au moment de leur départ, de leurs ressources et fausser l'alimentation de leurs droits en matière de protection sociale. Donc, c'est essentiel. Ensuite, un autre zoom sur un CRM, le CRM numéro 117 qui concerne le bonus-malus, donc on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc ce CRM va emporter le taux de modulation, je vous rappelle, une variation du taux de modulation en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Donc ce nouveau service met à disposition, c'est peut-être ça qui est important, la liste des séparations dont le nombre est une composante des modulations bonus-malus. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de vérifier, surtout si vous avez un malus en l'occurrence, comment il a été calculé et quels sont les contrats qui ont engendré le calcul d'un taux de séparation plus important. Donc, les entreprises qui sont éligibles au bonus-malus vont obtenir le taux d'assurance chômage modulé donc, de manière annuelle via la notif de l'URSSAF la notification de l'URSSAF qui a été réalisée au mois de septembre. Et les déclarations, les déclarants et les tiers déclarants de ces entreprises, évidemment, obtiennent ces infos via un compte rendu métier, donc le fameux 117, qui est disponible sur le tableau de bord. Donc, des tableaux de bord DSN. Il va évidemment donc vous indiquer la liste des séparations et le taux qui est appliqué à l'entreprise. Alors, un autre service qui est mesdroitssociaux.gouv.fr, le site mesdroitssociaux.gouv.fr, qui vont permettre à tous les salariés, enfin à tout le monde d'ailleurs, de consulter l'ensemble de leurs droits, de leurs ressources telles qu'elles ont été déclarées, de leurs données, des données individuelles sur les activités telles que les activités professionnelles les ont dégagées, notamment sur les ressources, et vont permettre de simuler un certain nombre d'aides. Le portail donc mesdroitssociaux.gouv.fr évidemment est gratuit, il est destiné à toutes les personnes, notamment les salariés, donc pour se renseigner sur les principaux droits sociaux et de pouvoir les accompagner dans leur démarche. Donc il faut se connecter on peut accéder à ce site ou à ces droits via France Connect. Donc, pour permettre d'accéder aux prestations familiales, logement, maladie, minima sociaux, retraite, santé. Donc, l'idée étant de faciliter l'accès aux droits sociaux de tous les concitoyens en offrant un seul point d'entrée, qui est ce site-là, et de lutter contre la situation de non-recours aux prestations sociales. Donc, sur ce portail, il va permettre de visualiser et de comprendre donc, les droits et prestations individuelles, de faire des simulations, je l'ai déjà dit, éventuellement de basculer vers les sites des organismes de rattachement sans avoir à s'identifier une nouvelle fois puisqu'on l'aura fait via France Connect, et de réaliser un certain nombre de démarches en ligne, de retrouver ou de reconstituer les éléments de sa carrière telle qu'elle est connue par les administrations pour définir le montant de la future retraite, de consulter donc les ressources et de demander éventuellement des rectifications sur des salaires qui auraient été considérés comme mal déclarés. Donc évidemment, ce site permet l'accompagnement, il y a un guide à chaque étape et surtout lors des principaux événements de vie, naissance d'un enfant ou décès d'un proche. Donc Julien, c'est à toi sur les conseils du GIP-MDS maintenant. Super, merci Annika. Donc les conseils du GIP-MDS, je vais vous faire grâce de mon imitation pour ceux qui connaissent et qui ont la ref, comme disent les jeunes, sur On refait le match. Promis, sinon je vais vous casser les oreilles, c'est pas le but, puis en plus je suis un très mauvais imitateur.
Alors, au niveau des conseils du JPMDS, donc simplement, vous l'avez compris, hein, par rapport à ce qui vous a été présenté dans l'ensemble depuis le début de ce webinaire, que la qualité des données qui sont déclarées dans ces DSN, elles sont importantes et c'est la responsabilité, j'ai envie de dire, de chacun. Hein. Donc, vous l'avez à l'écran. Bien évidemment, ça part en premier lieu des éditeurs de logiciels de paye. Ensuite, qui est-ce qui se sert de ces éditeurs, du moins de ces logiciels, c'est mieux. Ce sont les gestionnaires de paye. Ensuite, bien évidemment, c'est la responsabilité de NetEntreprise de compiler ces données et, j'ai envie de dire, de vous proposer des services et d'essayer systématiquement de comprendre les problématiques ou de fluidifier un petit peu tout ça. Il est de la responsabilité aussi vis-à-vis de la fiabilisation de ces données de nous autres, les organismes de protection sociale, que ce soit les CARSAT, les URSSAF, Pôle emploi. Et enfin, l'allocataire ou l'assuré de bien communiquer des éléments auprès de son employeur. Un tout petit point sur la loi OOPS. Comme son nom l'indique, avec cette loi, vous avez bien évidemment le droit à l'erreur qui est reconnu. C'est-à-dire que si votre entreprise ou si vous constatez une erreur dans les données que vous avez transmises, vous avez la possibilité de corriger cette même erreur dans l'échéance suivante, donc dans la DSN, du mois principal déclaré à mois plus 1 sans risquer de pénalité. Donc, dans la qualité, vous l'avez compris, des mauvaises données qui sont remontées en DSN, elles ont un impact direct sur les salariés et sur leurs droits aux prestations. Donc, comme on le dit, une cotisation exacte pour un juste droit des individus. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, chaque maillon de la chaîne qui participe à la qualité globale, à la qualité de la DSN, c'est important. Tous ces chiffres, ils sont importants car ils permettent notamment de garantir aux salariés un calcul au plus juste de ses droits maladie, chômage et retraite, des droits à congé pour toutes les entreprises qui sont adhérentes comme les caisses de congé du BTP, transport ou les manutentions portuaires, une simplification des démarches pour les citoyens pour les prestations de solidarité, la gestion du prélèvement à la source, et puis la plupart des opérations de recouvrement de cotisations, le suivi du dispositif public, et puis enfin après tout ce qui va être statistique publique sur la gestion des salariés. Un tout petit focus sur la base de connaissances qui est à votre disposition sur NetEntreprise, qui regroupe des fiches consignes détaillées sur les règles déclaratives et les modalités à appliquer quand vous faites vos DSN. Donc, c'est une veille réglementaire vis-à-vis de tout ce qui peut avoir comme nouveauté ou sur les questions que vous pouvez vous poser vis-à-vis de... j'ai quelque chose qui est apparu à l'écran, excusez-moi. Vis-à-vis une nouvelle fois de toute cette norme DSN. Alors, on va prendre l'exemple là tout de suite, par exemple, du siret. Comment on identifie un siret. Donc, c'est important d'identifier le numéro siret. Donc là, nous, par rapport à la thématique du sport qu'on a voulu rapprocher de la DSN, le siret, il est capital pour identifier les équipes, donc l'entreprise. Il n'est pas possible pour une entreprise de démarrer avec un numéro siret qui n'est pas bon. Donc, il n'est pas possible pour une entreprise de ne pas avoir de numéro siret, de ne pas avoir fait sa déclaration préalable à l'embauche, d'accord, si elle n'a pas été enregistrée sur NetEntreprise ou sur l'URSSAF. Au même titre que s'il y a un transfert d'établissement dans la même société, il ne peut pas fermer la première entité tant que la nouvelle n'est pas créée. Donc, il faut bien attendre d'avoir l'ensemble des justificatifs qui vous sont communiqués. Pour vous aider dans cette démarche, sur NetEntreprise, vous avez la possibilité, vous avez ce qu'on appelle le service DSN Contrôle Siret, qui permet de vérifier l'acceptation de l'équipe, donc de l'entreprise, avant de faire ses déclarations. Alors, autre donnée capitale, en fait, le NIR, donc le numéro d'identification au registre, ou le NIA, numéro d'identification d'attente. Donc, le numéro d'identification d'attente, c'est tout ce qui commence par 7 ou 8. C'est ce qu'on appelle les numéros provisoires. Donc, c'est une donnée bien évidemment essentielle, puisqu'elle va permettre d'identifier chaque joueur. Donc, ce numéro de sécurité sociale, enfin NIR, va être délivré à la naissance pour tous les joueurs nés en France. Donc,
dans le cas où votre salarié n'ait pas de numéro de sécurité sociale, alors, pour faire votre DSN mensuel, vous savez que vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un NTT, donc numéro technique temporaire, qui va vous permettre de saisir dans votre logiciel de paye. Vous pourrez faire votre saisie, votre DSN mensuel, bien sûr, en attendant l'obtention de son NIR définitif. Par contre, je vous rappelle bien que vous ne pouvez pas faire de signalement d'événements, notamment au niveau de l'assurance maladie, avec des numéros provisoires qui commencent en 7 ou en 8. Donc, le NIR, on vous a remis une belle carte vitale. Il commence toujours par 2 s'il s'agit d'une femme, 1 s'il s'agit d'un homme. Vous aurez effectivement l'année de naissance, puis le mois de naissance, le département, le numéro d'ordre et la clé contrôle. Alors, quand vous allez recevoir le NIR définitive, ce qui va être important, effectivement, c'est de faire la modification dans votre logiciel de paye. Donc là, on vous l'a mis, c'est que ce qui est important, c'est que simultanément, dans un même match, vous allez devoir déclarer le NTT, c'est-à-dire le numéro provisoire, et le NIR définitive. Et ça va se passer au niveau du bloc 31, ce qui s'appelle le bloc changement d'individu. Alors, je ne sais pas si tu reprends la main, Julien. Si, je reprends la main. Je te remercie. Non, j'allais te faire une mauvaise blague sur une question. Si le salarié il est non-genré, déclaré comme non-genré, comment on fait? Non, c'est une mauvaise blague. Toujours dans la vérification de la bonne déclaration des éléments en DSN, on va parler du contrat. Un contrat bien renseigné, évidemment, il est indispensable, comme le NIR ou le SIRET qu'on vous a présenté juste avant. Donc, c'est pour ça qu'une nouvelle fois, il faut toujours bien vous référer aux modalités qui sont renseignées dans ce contrat. J'en profite juste pour vous rappeler aussi de bien répondre aux différents sondages qui vous ont été proposés tout au long de ce webinaire. S'il vous plaît, juste un tout petit rappel. Donc, sur les modalités du contrat, on a pris par exemple les modalités d'exercice du temps de travail avec les quotités du contrat de travail, avec les quotités de référence. Alors, on vous a pris l'exemple, toujours dans la dynamique sportive, d'un remplaçant avec un salarié à temps partiel qui rentre à la mi-temps et qui est déclaré sur sa feuille de match comme s'il avait joué la totalité de la rencontre. Et bien évidemment, il y a une incohérence entre les modalités de son intervention dans le match et les quotités qui sont indiquées dans son contrat de travail, puisque dans cet exemple-là, il correspond à un temps plein. Donc en DSN, il faut faire attention à l'ensemble des paramètres que vous avez à l'écran avec les codes. Pourquoi c'est important? Parce que forcément, qui dit un mauvais renseignement vis-à-vis du contrat, dit un impact, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des droits à chômage, maladie, retraite ou sur d'autres choses. Voilà. Donc une incohérence entre les quotités de travail et les modalités d'exercice, il faut être vigilant sur le sujet. Peut-être à titre de complément, Julien, juste préciser que effectivement, c'est important pour les droits du salarié et la validité, la fiabilisation de la paye, mais ça aura également des incidences sur le calcul de la réduction générale. Donc, ce ne sera pas visible pour le salarié puisque c'est une exonération de cotisation patronale, mais qui tiendra compte des renseignements que vous avez demandés, que vous avez renseignés au titre du contrat horaire du salarié. Donc, si celui-ci est erroné, la réduction générale des cotisations sera également erronée et susceptible d'être régularisée, soit lors d'une campagne de fiabilisation, soit lors d'un contrôle URSSAF. Bien joué, coach. Merci. Alors, toujours sur ce contrat et dans les quantités de contrat. Donc là, on vous a pris l'exemple de la durée d'un match. On est bien d'accord que la durée d'un match de rugby n'est pas la même que celle d'un match de football. Mais si du coup, il y a un mélange, ou si c'est mal déclaré, donc du coup, vous déclarez un match de rugby comme un match de football, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que la rubrique quotité du contrat de travail, elle doit être valorisée par la durée du temps de travail porté au contrat. Donc, il faut toujours se référer au contrat. On va vous reparler bien évidemment des erreurs, des erreurs de cohérence entre la modalité en rubrique 14, où des fois la quantité est renseignée à 0 alors que le nombre d'heures qui est sur le contrat de travail, elle doit être indiquée. Et puis des erreurs avec l'unité de valeur de quotité en rubrique 11. Il faut que cette unité de mesure soit cohérente avec une nouvelle fois la valeur qui est renseignée en quotité sur ce même contrat.
on est toujours sur des impacts vis-à-vis du calcul des droits à chômage, maladie et retraite. Donc, ça entraîne des choses un petit peu plus compliquées derrière pour le salarié le jour, on prend l'exemple de la retraite, où il fait valoir ses droits à la retraite. C'est un petit peu la même chose avec le code de régime de base pour le risque maladie. Hein, si vous déclarez un de vos salariés avec un code de risque MSA qui est plutôt réservé aux salariés agricoles, hein, dans le cas, là, on a mis les jardiniers du stade, et c'est pareil, ça va poser un problème. Donc, il faut bien déclarer le code régime risque maladie, hein, qui est correct vis-à-vis du statut de votre salarié. On va pas vous refaire, je ne vais pas vous redire les erreurs que ça peut engendrer, hein, vous en doutez. Hein, ce sont des risques de calcul erronés sur les droits maladie du salarié et sur d'autres choses aussi, hein, même si le reste des coordonnées est correctement déclaré. Donc, il faut bien être vigilant une nouvelle fois par rapport au statut de la personne. C'est la même chose avec le code régime vieillesse. Alors, si vous déclarez une personne régime général sous un code vieillesse mandat élu qui est réservé, là on a mis aux arbitres, hein, on n'est pas bon non plus. Hein, il faut toujours respecter le statut de la personne. Donc, vous avez l'ensemble des identifiants des régimes de base d'assurance vieillesse auxquels le salarié est affilié dans la déclaration de votre DSN. Et là, au niveau de l'impact, directement, ça va se répercuter sur les droits de l'assuré, avec un impact sur les droits de retraite du salarié. Ensuite, sur le contrat, on a les déclarations de temps de jeu additionnel. Donc là, ce sont plus les erreurs qu'il peut y avoir entre les heures supplémentaires et les heures structurelles et aléatoires. Hein. Juste pour rappel, ce qui est considéré comme des heures structurelles, ce sont les heures portées par le contrat de travail, mais supérieures aux heures de travail légales. Donc là, le nombre d'heures supplémentaires structurelles et aléatoires réalisées au cours de la saison est un élément nécessaire, hein, notamment vis-à-vis de la CNAM, pour définir avec précision le temps de travail auquel votre salarié, auquel le salarié a vraiment travaillé afin qu'on puisse déterminer son éligibilité au versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. D'accord ? Donc, il est important de différencier une nouvelle fois ces heures supplémentaires structurelles, les heures supplémentaires et enfin les heures complémentaires pour un salarié à temps partiel. Ensuite, toujours sur ce même contrat, les rémunérations nettes fiscales. Alors, on vous met des cartons jaunes. Hein. Pour l'instant, vous avez noté qu'avec tous les cartons jaunes, il n'y a pas eu de carton rouge. C'est une mauvaise gestion. Le carton jaune, hein, il correspond à une mauvaise gestion des heures supplémentaires exonérées qui doivent être rajoutées sur le NRF. Alors, attention, hein, sur le NRF, c'est jusque fin 2023, puisque pour la saison 2024, ces mêmes heures supplémentaires exonérées, elles ne pourront plus être rajoutées au RNF. Les impacts en cas d'erreur sur ces heures supplémentaires exonérées, c'est un impact sur le versement des APL et sur le calcul de la DGFiP. Enfin, toujours sur le contrat, le montant de rémunération brute déplafonné et le montant de base assujetti. Afin de garantir l'exactitude des montants déclarés, hein, il est nécessaire d'assurer une nouvelle fois une cohérence entre le montant de rémunération brute déplafonné indiqué dans la rubrique correspondante et le montant de base assujetti également indiqué dans la rubrique correspondance. Aussi, si les deux montants ne sont pas nécessairement égaux, ça on est bien d'accord, pour un salarié qui dispose d'un contrat de travail, la rémunération brute déplafonnée doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée sur la période courante. Toujours, si ces montants de rémunération ils sont mal départagés, on a des erreurs sur les montants indiqués par la rémunération brute déplafonnée et la base assujettie déplafonnée, qui permettent quand même un certain nombre de calculs d'indemnité ou d'aide sociale. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait de la base de connaissances qui est à disposition dans les fiches consignes. Donc là, il s'agit des fiches consignes que vous avez à l'écran en ce qui concerne les montants de rémunération brute, déplafonnés et assujettis. On va finir avec l'ensemble des réunions ou manifestations qui sont organisées au sein des comités régionaux. Hein, donc, il faut savoir que sur l'ensemble du territoire, vous avez des représentants locaux du collectif Net Entreprise, hein, qui regroupe, on vous l'a dit tout à l'heure en introduction, l'ensemble des organismes de protection sociale.
Vous avez, alors je ne parle pas pour moi, même pour ma partie CARSAT, mais vous avez lors de ces réunions des interlocuteurs naturels, légitimes et en plus qui sont compétents sur les sujets qui vous sont proposés. Donc, dans le cadre du partage et de la transparence des informations qu'on va vous donner, et pour vous diffuser des bonnes pratiques, on tient à votre disposition tous les ans les rencontres extra, comme c'est le cas aujourd'hui, des webinaires avec des thématiques régulières. Donc, si vous êtes abonné au sein d'un comité, on vous invite à consulter vos messages d'invitation ou de nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez des rencontres privilégiées qui sont organisées pour découvrir les nouveautés réglementaires, les nouveaux services proposés par les OPS. Une nouveauté dans les CET utiles, ce sont un petit mot sur les CET utiles, ce sont des réunions locales qui réunissent à fréquence régulière, alors que ce soit trimestrielle ou semestrielle, selon l'organisation de chaque région ou de chaque département. Des utilisateurs de Net Entreprise, que ce soit des déclarants ou des experts comptables, dans un moment un petit peu privilégié pour qu'on partage, j'ai envie de dire, des expériences et des bonnes pratiques avec leurs pratiques de paie. Les objectifs du CET utile, c'est de présenter et d'approfondir des sujets ou plusieurs des organismes et des pistes d'amélioration qui en découlent. Bien évidemment, ça reste un échange, il n'y a pas que de la formation descendante, on est là aussi pour recueillir vos avis sur les nouveaux services et puis ainsi nous les faire remonter, afin qu'on colle le plus possible à vos problématiques. Et donc voilà, donc une nouvelle fois, je vous invite à rester vigilant sur les invitations ou du moins sur l'ensemble des manifestations qui peuvent être organisées par vos comités régionaux respectifs. J'en ai terminé pour ma part. Merci. Alors, je me permettrai juste d'apporter un petit complément concernant les signalements d'amorçage de données variables qui ne substituent pas aux formalités de chacun des organismes, et notamment à la DPAE. Ce n'est pas prévu à l'heure actuelle, puisque le signalement d'amorçage va plutôt avoir une incidence pour anticiper la venue l'arrivée d'un salarié ou d'une mutation ou d'une affiliation au régime de protection complémentaire, mais ça ne se substitue pas à la DPAE et c'est pas prévu que ça le soit. Le signalement va permettre de pouvoir récupérer le TOPAS, donc auprès de la DGFiP, du prélèvement à la source, d'initialiser le processus d'affiliation ou de modifier les paramètres pour les organismes complémentaires, de gérer évidemment les ayants droit s'il y en a, d'obtenir en anticipation le bilan d'identification du salarié, le BIS dont on a déjà parlé, ou de récupérer les numéros de contrat précédemment déclarés lorsque le déclarant n'a pas accès à cette information, et bien faire le chaînage entre les différents contrats, toujours dans l'optique de permettre une continuité des droits. Et je crois qu'on avait également une question sur la possibilité de faire une déclaration modificatrice concernant la DOTH. Oui, via le bloc régule. Donc, il faut savoir ce que vous voulez modifier. Si c'est l'effectif, auquel cas je vous invite plutôt, puisque vous n'avez pas la main, sauf à aller avoir détecté une erreur dans les différentes rubriques liées au temps de travail. Mais sinon, de nous faire un courrier comme quoi vous n'êtes pas d'accord avec l'effectif notifié. Et sinon, bien sûr, via des blocs régules, vous avez la possibilité de modifier vos déclarations, y compris celle d'avril, puisque en l'occurrence, là, c'était la déclaration d'avril qui pouvait être concernée. Donc, voilà, c'était les petites précisions que je souhaitais apporter par rapport à ce que nous avons déjà dit. Merci Malika pour les réponses en direct aux questions. Je n'en vois pas de nouvelles, donc on arrive à la fin de notre webinaire. Merci à vous pour votre participation. Nadia, tu veux nous donner le mot de la fin? Oui, vous m'entendez pas? Si. Peut-être. Et merci à vous pour votre participation. Merci à tous les N'oubliez pas de remplir le sondage. Vous avez encore un petit peu de temps. Nous sommes désolés, mais je pense que nous avons un petit souci, vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Malika vous remercie d'avoir suivi le webinaire. J'en fais de même. Merci à vous. Merci à tous les intervenants des organismes membres. Merci. Une très bonne journée et au plaisir. Merci. Bonne journée. Merci.
Au revoir. Merci. Merci, Bonne au revoir. journée à tous. Au revoir. Au revoir.